1960, Paris. Agnès est encore en retard pour un dîner organisé par une de ses amies. Elle court dans les rues avec ses escarpins, habillée d'une veste militaire et de jupons de grand-mère. Quand elle arrive chez son amie, celle-ci rigole en la voyant arriver avec ses jupons et sa veste. Elle lui présente alors Anne Rivemal, une amie. Enchantée, je m'appelle Anne Rivemal et je suis rédactrice en chef mode du magazine Elle. Et vous êtes ? Je m'appelle Agnès. Agnès Troublé. Je suis assistante galériste. J'adore votre façon de vous habiller. C'est quoi ce que vous portez ? C'est une veste militaire chinée dans mon quartier et un jupon acheté chez Prusinic. J'adore mélanger les styles. Et je m'en fous de ce que les gens disent. Ça m'éclate. J'adore. Vous avez bien raison. Vous me donnez une idée. Vous êtes dispo pour un café la semaine prochaine ? La semaine d'après, Anne Rivemal lui propose d'inventer la panoplie d'une jeune fille en vacances pour le magazine Elle. Le premier pas d'Agnès Troublé dit Agnès B dans la mode. Le premier pas d'une femme qui bouleverse les codes de la mode. Je vous emmène aujourd'hui sur les traces d'Agnès Troublé dit Agnès B, une femme qui fait de la mode un outil de rébellion et qui crée un véritable empire. Dans ce premier épisode, Agnès Troublé doit se battre pour s'en sortir et une rencontre décisive change sa vie. Bienvenue sur Il était une fois l'entrepreneur, le podcast où je vous raconte les histoires des entrepreneurs. Car oui, entreprendre est toute une histoire. Je m'appelle Laurent Brouat et ce podcast est produit par Inspire Média. Agnès Troublé naît dans une famille bourgeoise de Versailles en 1941. Son père est bâtonnier et sa mère, femme au foyer, est fille de militaire. Mais ses parents ne sont pas heureux en couple et Agnès, deuxième enfant d'une famille de 4, est proche de son père, un homme joyeux qui chante dans le chœur de l'Opéra de Paris et passionné de musique. Agnès, que tout le monde appelle Agneau, adore le dessin, elle passe ses journées à dessiner. C'est une petite fille timide, mais décidée. Son père l'initie très tôt à l'art, notamment quand il l'emmène dans ses voyages en Italie où elle découvre les tableaux de Botticelli. Pourtant, c'est un drame qui forge son caractère, un drame inavouable. 1957, Versailles, maison des Troublés, chambre d'Agnès. C'est pas possible, tu vas pas te marier. Tu as à peine 16 ans. Et moi ? Non mais tonton, tu dis n'importe quoi. C'est ma vie. Et nos moments à deux ? Qu'est-ce que je vais devenir sans toi ? C'est pas possible. Je t'aime, Agnès. Puis, sans dire un mot de plus, l'oncle sort de la chambre, descend les escaliers et passe devant la cuisine où se trouve la mère d'Agnès. Il la salue rapidement. Agnès, effondrée, court dans la cuisine et se jette sur sa mère. Vous vous rendez pas compte ? Depuis que j'ai 12 ans, il est après moi. Et vous n'avez rien vu, rien entendu. Oh mais c'est abominable. Et épouvantable. Puis, elle se remet à attouiller sa sauce, comme si de rien n'était. Agnès claque la porte et monte dans sa chambre en pleurant. Agnès, depuis l'âge de 12 ans, subit les caresses, les approches de son oncle âgé de 45 ans et dans l'indifférence familiale, finit par se marier pour échapper à cet oncle. Son mari, rencontré en vacances, c'est Christian Bourgois, celui qui lui permet de s'échapper de son carcan familial. Elle s'installe alors à Paris à 18 ans et arrête ses études alors qu'elle étudie à l'école des Beaux-Arts. Son mari, éditeur, lui fait découvrir toute une élite intellectuelle parisienne, mais Agnès ne se sent pas admise par la famille Bourgois et la vie de femme d'eux l'ennuie. Juste après la naissance de ses jumeaux, elle divorce en 1961. Elle a 20 ans et aucun revenu, mais beaucoup de courage. « 1965, bon marché. Agnès fait ses courses pour habiller ses enfants et ce samedi matin, elle est dans la cabine avec ses 2 fils de 5 ans. Bon Étienne, enfile ce pantalon. C'est parfait Étienne. On va prendre le même pour Nicolas. Puis, alors qu'elle sort pour payer ses pantalons, elle cherche quelques minutes les caisses, puis dit « Bon, les jumeaux, on y va. » Et oui, elle sort sans payer, devant le regard étonné de ses enfants. Pour Agnès, la jeune divorcée, la vie est difficile avec ses jumeaux. Son ex-mari lui paie le loyer d'un minuscule appartement sans ascenseur
Mais pour le reste, elle doit se débrouiller seule dans ces années 60 où le divorce est mal vu. La jeune fille mère est d'abord assistante dans une galerie d'art, puis fait une rencontre en 1960 qui change sa vie. J'adore votre façon de vous habiller. C'est quoi ce que vous portez ? C'est une veste militaire chinée dans mon quartier et un jupon acheté chez Prusinic. J'adore mélanger les styles. Et je m'en fous de ce que les gens disent. Ça m'éclate. J'adore. Vous avez bien raison. Vous me donnez une idée. Vous êtes dispo pour un café la semaine prochaine ? Lorsque les deux femmes se revoient quelques semaines plus tard, Anne Rivemal, rédactrice en chef mode du magazine Elle, lui demande d'inventer la panoplie d'une jeune fille en vacances aujourd'hui. Agnès se met au travail et lui dessine un jeu de cartes à l'aquarelle avec des hauts et des bas interchangeables. Anne Rivemal l'embauche sur le champ comme rédactrice junior au journal. Elle y passe 8 ans, mais se fait aussi un nom, plutôt d'ailleurs un prénom. Agnès, on doit envoyer à l'imprimerie le journal demain. J'ai besoin que tu me dises vite avec quel nom tu signes ton article. Je n'y ai pas pensé. Agnès Bourgeois. Ah non, j'ai pas envie de mettre mon nom de femme mariée. Vas-y, mais Agnès B. Agnès B ? Ouais, ça fait fait divers, j'aime bien. Agnès B est née. La styliste aussi, car après plusieurs années à écrire sur la mode, Agnès ne rêve que d'une chose, dessiner et faire ses propres vêtements. Elle rejoint alors en 1968 Dorothée Biss, où elle dessine pour cette jeune marque avant-gardiste de nombreux vêtements. Le couple Jacobson, Ellie et Jacqueline emploient alors d'autres jeunes stylistes talentueux comme Karl Lagerfeld. Mais Agnès se sent vite à l'étroit dans cet environnement. Elle veut toujours de la liberté. Elle décide alors de devenir styliste indépendante. Le problème est qu'elle ne gagne de l'argent que si les pièces sont vendues. Et c'est une rencontre amoureuse qui lui donne le courage de se lancer seule au début des années 70. Agnès B n'est qu'une styliste parmi d'autres en ce début des années 70, et elle gagne difficilement sa vie, malgré le succès de certaines de ses créations. Ses jumeaux ont bien grandi, mais la styliste ne se sent pas encore reconnue pour ses créations. Des créations dont elle connaît le potentiel, des pièces intemporelles et solides qui résistent à l'épreuve du temps. 1973 est l'année où tout change, notamment dans l'appartement de sa sœur, un soir de juin. Hello Agnès, ça va ? T'as fait quoi de Philippe ? Il est resté à la maison avec Ariane. Elle n'a que 6 mois et Philippe ne veut pas de babysitter. Viens t'asseoir avec nous, on va commencer le dîner. D'ailleurs, je te présente Jean-René de Fleurieux, qui est publicitaire. Agnès se retrouve devant un homme au regard intense qui la regarde. Elle tombe sur le charme immédiatement. Enchanté, Agnès. C'est une véritable passion entre les deux. Et Agnès, qui vient juste d'avoir sa fille Ariane avec son deuxième mari, se sépare puis se remarie avec Jean-René. Jean-René est surtout celui qui lui donne confiance et crée avec elle le projet Agnès B. Pour la première fois depuis son drame familial, elle a vraiment confiance en un homme. Jean-René, son double. Il a 23 ans et elle, 32. Il comprend et voit le talent d'Agnès. Agnès a été une épiphanie dans ma vie. Elle adorait dessiner et avait énormément de talent, mais exercer ce travail chez les autres à l'époque n'accordait pas de reconnaissance. La même année, il crée officiellement La Griffe et l'entreprise Agnès B. Le couple veut aller plus loin et rêve maintenant de lancer sa propre boutique dans Paris. Les parents du couple acceptent de leur prêter de l'argent en 1975, 400 000 €. Ils dégotent alors une ancienne boucherie près des Halles de Paris, au jambon de France, qu'ils achètent à bas prix. C'est ici qu'ils feront leur première boutique rue du Jour. Jean-René, t'imagines un lieu où on écouterait du rock, on parlerait de politique et où on vendrait des vêtements ? C'est ça que je voudrais pour ma boutique. Tu vois, une sorte d'anti-boutique. Agnès fait 2 boulots. Le jour, elle est styliste freelance pour des marques et le soir et le week-end, elle nettoie sa future boutique et prépare ses vêtements. Enfin, elle peut réaliser son rêve et exposer ses vêtements. La boutique se couvre d'ailleurs d'affiches de réalisateurs de la nouvelle vague du cinéma. Des graffitis remplissent les carreaux blancs de l'ancienne boucherie. Les vêtements ne sont pas affichés en vitrine, mais suspendus sur des crocs de boucher. Ce lieu est à la fois un bureau, un atelier, mais aussi un espace d'expression et surtout de rencontres. Ils installent même des oiseaux dans la boutique qui font leur nid.
Tout est donc prêt en décembre 1975 pour l'ouverture. C'est le magazine Elle qui, en décembre 1975, titre « Une page est en train de se tourner dans la mode avec le concept d'anti-boutique d'Agnès B. Un concept loin de la mode traditionnelle qui vous donne envie de vivre autrement. » Puis c'est Marie-Claire qui parle de ce nouveau magasin rue du Jour. En quelques semaines, la clientèle afflue. Les gens font la queue devant le magasin pour rentrer. Car la boutique Agnès B est plus qu'un lieu pour acheter des vêtements, c'est un lieu pour se rencontrer. Imaginez, les cabines d'essayage sont collectives. Le bouche-oreille fait le reste. Les crocs de boucher qui servent de cintre et la décoration vintage fascinent les Parisiens. Une marque est née. Mais au-delà de la boutique, ce sont aussi des vêtements intemporels, des vêtements qu'Agnès crée sur un coup de tête, comme ce jour de 1979 dans la boutique. Oh, j'en peux plus de mon sweat blanc. Je crois que je fais une overdose. Tu n'as qu'à le jeter. C'est l'occasion de changer. Non. Attends. Elle se lève et enlève son sweat. Puis, en soutien-gorge, elle prend une paire de ciseaux et d'un coup, coupe le sweat au milieu. Regarde, Jean-René, ce qu'on peut faire. On va faire une pièce avec ce sweat. On rajoute des boutons pression et on a un cardigan. Mais qu'est-ce que tu fais ? C'est radical. Le cardigan à pression est né. Une pièce iconique qu'Agnès B vend pendant plus de 40 ans. Une pièce qu'elle fera dans toutes les matières et toutes les tailles. C'est ça Agnès B, de la simplicité, de beaux vêtements bien taillés et coupés. Des classiques du quotidien revisités comme les vestes, les salopettes, les t-shirts, les ballerines. Elle crée aussi sa deuxième pièce phare, le t-shirt rayé. Le succès est au rendez-vous, les ouvertures de boutiques s'enchaînent d'abord à Paris, puis à New York en 1980 et au Japon en 1984. Agnès B devint une multinationale en à peine 10 ans. Les défilés Agnès B deviennent aussi des événements à part entière, démarrés dans son salon en 1979. Ils font désormais l'actualité de Paris à New York. En 1981, Agnès lance aussi une ligne homme, puis une ligne pour les enfants et bébés. Mais le plus gros changement vient en 1986. Paris, rue du Jour, siège d'Agnès B, 1986. Je suis fière de vous dire qu'aujourd'hui, c'est Étienne qui prend la suite pour diriger Agnès B. Étienne a une qualité et un défaut. Le défaut, il est mon fils. La qualité, il connaît parfaitement la maison. Il a commencé à travailler ici à 19 ans et il a fait tous les métiers. Merci Agnès. Je suis fier de porter les valeurs d'Agnès B et d'aider cette belle marque à se développer. Merci aussi à Jean-René pour tout son travail. Agnès B n'en est qu'au départ d'une belle aventure. Il nous reste tant de choses à faire. Et ça, c'est une autre histoire à vite écouter au prochain épisode. Merci pour votre fidélité. Alors tant que j'y pense, ce podcast, c'est 3 jours de travail par épisode. Et tout ce travail, c'est évidemment une équipe derrière. Merci donc à Thibaut Viode, Sarah Brevet pour l'écriture et la recherche, et Morgane Bouchiba pour le son, mais aussi tous les acteurs qui interviennent dans les dialogues. Vous l'avez entendu, il y a pas mal d'acteurs. Fabien, Gaël, Céline, Jean-François, bref. Si vous avez aimé, si vous avez été inspiré, pensez bien à mettre des étoiles et surtout à parler de ce podcast. C'est ce qui me permet. Et ce qui me permet aussi d'avoir beaucoup plus de visibilité pour tout ce travail. Et ça, c'est évidemment une autre histoire.